Vous écoutez XM Moto Live. Il a déjà traversé l'Inde et l'Australie. Son prochain road trip, c'est le Tour de l'Amérique du Sud. Alors, je m'appelle Clément, j'ai 27 ans le mois prochain. Je suis d'origine de Franche-Comté, donc Belfortin. Je suis en train de finir mes études, donc normalement, la fin des examens sera fin du mois pour un master en marketing. J'ai fait une partie de mes études en Australie, ce qui m'a permis de commencer un peu à voyager sur du plus ou moins long terme. Donc j'ai fait 3 ans en Australie. Je suis rentré en France après pour un an et demi, et je suis reparti ensuite en Nouvelle-Zélande et puis faire des voyages un peu en Asie, en Océanie. Et c'est à ce moment-là que mon amour pour les road trips à moto, on va dire, a commencé. J'ai eu l'occasion de voyager en Australie, en Harley. J'avais une moto en Nouvelle-Zélande aussi qui m'a permis un peu de découvrir le pays. Et sur le retour en France de Nouvelle-Zélande, on s'était arrêté en Inde pour une dizaine de jours de moto au Rajasthan Royal Enfield. Et donc ça m'a permis de vraiment savoir que c'était ça sur mon prochain projet allait s'axer du coup sur le road trip à moto suite à toutes ces aventures-là. Alors, la moto, t'es quand même tombé dedans quand t'étais petit, Oui. parce que c'est une passion familiale, c'est ça ? Oui, voilà, mon père a toujours eu beaucoup de motos. Bon, il n'était pas vraiment trail, il était plus côté Harley, mais il a eu pas mal de motos. Il a vécu en Chine aussi pendant un certain nombre d'années. Il était là-bas en sidecar, c'était un de ses moyens de déplacement. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de vivre en Chine aussi quand il vivait là-bas. Donc, on se déplaçait souvent en sidecar dans les villes. C'était quelque chose que j'appréciais énormément. Et j'avais eu aussi une petite moto quand j'étais petit. Et puis, avant d'avoir le permis voiture, j'avais passé le permis 125. Donc, voilà, j'ai un peu enchaîné les petites cylindrées jusqu'à mes 18 ans. Après, avec les études et les différents voyages, c'était compliqué d'avoir et les fonds pour pouvoir acheter une moto et de rester le projet de rester sur place assez longtemps ne me permettait pas d'avoir une moto. Donc j'avais mis un peu cette passion de côté parce que je n'avais pas le choix tout simplement. Mmh. Et maintenant que les choses se concrétisent un peu, que j'ai un peu plus de fonds, c'est vrai que je me suis remis à fond dans cette passion. Et aujourd'hui, je roule en KLR 650. Que j'ai acheté donc spécialement pour le road trip qui m'attend, que j'ai pas mal modifié parce que une aventure comme ça demande pas mal de modifications, notamment au point de vue autonomie et du réservoir. Donc la KLR c'est une moto qui a un petit réservoir de 14 litres. Donc j'ai dû me procurer un réservoir de 21 litres qui a demandé, vu sa taille, de nombreuses modifications au niveau de la selle, au niveau des carénages. Donc la moto est passée sous la disqueuse, les plastiques sont passés sous la disqueuse, donc on a pas mal bossé dessus avec mon père sur la moto. Et on a rajouté aussi tous les accessoires et tous les équipements qui sont plus ou moins maintenant inévitables pour ce genre d'aventure. Donc les protège-mains, des protections un peu à droite à gauche, une selle un peu plus confortable, une bulle à l'avant, etc., etc. Donc c'est quand même beaucoup de boulot derrière. Donc ça veut dire que la mécanique n'a pas de secret. Pour toi, ce qui est nécessaire d'ailleurs quand on part en autonomie comme ça avec une moto, tu es capable de faire face à toutes les éventualités ? J'irais pas jusqu'à dire ça en fait. Donc j'étais assez novice en mécanique avant de travailler sur cette moto-là, et c'était la raison pour laquelle je voulais acheter la moto en France avant de partir, parce que j'aurais très bien pu acheter une moto sur place directement, ce qui aurait évité les frais d'envoi de la moto par exemple sur le continent. Mmh. Mais je voulais une moto sur laquelle je pouvais travailler auparavant pour la connaître un peu, justement pour développer un peu mes compétences en termes de mécanique et de pouvoir la préparer comme il le fallait. Donc j'irai pas jusqu'à dire que je suis un as de la mécanique maintenant, mais c'est vrai que j'ai une vision beaucoup plus globale de comment fonctionne une moto comparé à avant. Oui. Alors quand on écoute ton parcours, tu as déjà énormément voyagé à seulement 27 ans. On comprend que Belfort, c'est un peu petit pour toi, j'imagine. Donc ça veut dire que tu as déjà prévu de partir, de repartir. Alors est-ce que tu peux nous dire où et nous présenter ce projet 2018 dont XTEM Moto est partenaire ? Alors j'ai lancé, ça fait à peu près 1 an et demi que je travaille sur le projet que j'ai nommé Takeaway. Donc Takeaway, c'est un projet à caractère humanitaire. D'un road trip en moto en Amérique du Sud, qui devrait d'être à peu près 1 an pour environ 40 000 kilomètres. Le but de mon aventure,
c'est pas simplement découvrir des paysages somptueux et des cultures locales, mais c'est aussi de pouvoir utiliser ce projet pour sensibiliser l'audience qui me suivra sur les problèmes de la déforestation, sur les problèmes du trafic illégal et du braconnage d'animaux, sur le problème du manque d'éducation, de la facilité d'accès d'éducation à certaines parties de ce continent. Donc j'ai prévu de visiter 4 associations pendant le voyage et leur apporter un soutien matériel principalement, mais également financier. D'accord. Comment ça se passe très concrètement pour les gens qui nous écoutent? Si vous voulez participer à ce projet, est-ce que tu fais du crowdfunding? Comment ça se passe? Voilà. Alors ces associations-là, je les ai démarchées suite à des recherches sur Internet pour voir s'ils correspondaient bien à mes attentes et à ce que je voulais faire par rapport à ce projet-là. Donc je suis en contact avec ces 4 associations-là assez régulièrement. Ce sont des gens vraiment passionnés de ce qu'ils font. Et l'aspect solidaire du projet sera principalement financé par une campagne de récolte de fonds, donc crowdfunding comme tu disais, qui sera lancée normalement fin juin et qui devrait s'étaler sur l'été. Sur quelle plateforme? Non, ce sera sur KissKissBankBank. D'accord. Voilà, donc je suis en train de construire cette campagne-là. L'intégralité des fonds que je vais récolter seront dédiés à cet aspect solidaire. Je toucherai moi personnellement 0 centime pour la mise en place de mon projet. Tout ce qui est moto, vie sur place, essence, etc. Ce sont toutes des choses à mes frais. Donc il n'est pas rare de voir sur ce genre de plateforme-là des gens qui se font financer leur projet et leur aventure. Moi, c'est pas ce que je voulais mettre en avant. Ce que je voulais mettre en avant, c'était vraiment l'aspect solidaire. Et donc l'intégralité des fonds qui seront récoltés seront spécialement dédiés aux dons de matériel et à la participation financière que je vais apporter aux associations. D'accord. Alors, décris-nous un peu le périple que tu vas faire. Par quel pays tu vas passer? Alors, je vais envoyer la moto de France pour la Guyane française pour 2 raisons. La première, c'est un point de vue facilité administrative d'arriver dans un territoire français comparé au Brésil ou alors dans un pays qui parle espagnol. Mon espagnol est encore assez limité en ce moment, donc pour des raisons administratives, c'était pour moi plus simple de l'envoyer en Guyane. Et la deuxième raison, c'était de pouvoir commencer j'avais très envie de faire le Brésil. J'ai très envie de faire le Brésil. Et donc commencer en Guyane française, ça me permettait de faire une espèce de boucle. Donc je commencerai par le Brésil, donc la côte Est, pour ensuite passer sur l'Argentine, jusqu'à la pointe sud, donc Terre de Feu ou Ushuaia. Et le projet après, c'est de remonter toute la côte ouest, il y a le Chili, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur et finir en Colombie. Un beau programme en perspective. Qu'est-ce que tu recherches, toi, au-delà du côté humanitaire, individuellement? Qu'est-ce que tu recherches comme émotion, comme sensation sur des aventures comme ça? Alors, j'ai beaucoup voyagé en solitaire par le passé. La plupart de mes voyages, d'ailleurs, se font en solitaire. Et je trouve que c'est une bonne façon de se construire soi-même en dehors des codes que je dirais la société d'aujourd'hui nous demande d'avoir, quoi. Donc que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la pression au travail, etc. On nous demande toujours de rentrer un peu dans un cadre, de nous faire un peu un espèce de copier-coller bête et méchant l'un de l'autre, etc. Moi, j'aime par ce genre de voyage-là. Ce que j'aime, c'est que je me construis ma propre personnalité, que je m'émancipe un peu de toute cette pression sociale qui peut exister. Et je me définis mes propres valeurs, pas les valeurs que les gens attendent de moi, mais les valeurs que je pense être les bonnes. Alors, tu sais que quand on voyage comme ça et à répétition, ce qui est souvent le cas, on décale sa période d'entrée dans justement ce qu'on appelle la vie véritable ou alors le cadre qu'on veut bien nous fixer. Est-ce que tu penses qu'un jour tu pourras te choisir une maison dans un endroit fixe, créer une famille et aller travailler, j'allais dire, comme monsieur tout le monde, ou finalement ça te semble impossible aujourd'hui? Ça me semblait quelque chose de très difficile après tous les voyages que j'ai faits, mais je commence à avoir 27 ans. Je pense que cette aventure-là va me permettre de faire le lien entre cette vie assez nomade
et une vie un peu plus posée. Donc c'est vrai que je pense de plus en plus être capable d'avoir une vie, disons, un peu plus classique, même si je pense qu'il y a je pense qu'il y a un milieu intermédiaire entre le métro boulot dodo assez de la routine assez mortelle, je trouve, et la vie de quelqu'un qui est toujours sur la route. Je pense qu'il y a un milieu que je vais pouvoir trouver à mon retour. Ça, j'ai aucun doute là-dessus, sur le fait que j'ai envie d'avoir une maison, j'ai envie d'avoir une famille, j'ai envie de construire quelque chose. Le rythme de vie que je vis depuis ces 5-6 dernières années, je pense qu'il aura plus ou moins une fin à la suite de ce voyage-là, oui, c'est sûr. Et on peut rappeler aussi aux gens qui peut-être se disent il a de la chance de faire ça, que ce n'est en réalité qu'un choix, hein, c'est-à-dire que tu fais des sacrifices, tu prends des risques, tu peux compromettre aussi justement ta propre carrière professionnelle, mais tu fais le choix de l'immédiat, de l'instant présent, et généralement on le regrette pas. Oui, c'est ça. C'est vrai que mes amis ou mon entourage ont tendance à me dire mais tu as de la chance, tu voyages, tu as de la chance ci, tu as de la chance ça. J'ai tendance à rappeler aux gens qu'il faut pas oublier que sur Facebook et sur Instagram, on montre les belles photos, on montre les bons moments, on montre pas les moments qui sont plus compliqués. Voilà. Donc c'est vrai qu'on met souvent en avant les moments qui se passent bien et pas les autres. Donc faut pas oublier que ça demande beaucoup de sacrifices. Moi j'ai fait énormément de sacrifices pour ce projet-là, que ce soit d'un point de vue professionnel ou même personnel, niveau relations, etc. J'ai aussi des gens qui me disent que ce n'est qu'une question de budget. Il faut pas croire que ce n'est qu'une question de budget. Ça demande du temps, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'efforts. Et c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Oui. On n'est pas des privilégiés, on est des gens qui mettent beaucoup de temps, d'efforts et de sacrifices pour mettre en place ce genre de projet. Absolument, il y a énormément de préparation et ça, les gens le voient pas. Alors pour terminer, ton meilleur souvenir à ce jour et ton pire souvenir aussi. On commence par le pire, comme ça on terminera par quelque chose de sympa. Le pire souvenir en termes de voyage ? Oui. C'est difficile de dire un mauvais souvenir parce qu'en fait, j'ai une espèce de philosophie de vie qui me dit, qui part d'une phrase en fait, qui dit que sans stupidité, on peut pas définir l'intelligence. Donc pour moi, tout est une question de balance. On peut pas profiter d'une belle journée ensoleillée s'il ne pleut jamais. Et donc pour moi, un mauvais souvenir, c'est une espèce d'investissement pour mieux profiter des bons moments après. Donc sur le moment, c'est une galère, sur le moment, c'est un peu compliqué. Mais au final, c'est quelque chose qui est constructif après pour pouvoir profiter des bons moments. Donc ça peut être, j'ai vécu en van pas mal de temps. Il y a des moments en van, en hiver, il fait froid, il pleut dehors, on peut être malade, etc. C'est pas des moments qui sont spécialement, ou des périodes qui sont spécialement agréables à vivre. Mais ça permet après de se dire, aujourd'hui il fait super beau, il fait super bon, je profite du bon moment. Donc ça peut être des petits moments comme ça, des petites astuces qui vont permettre de mettre un peu de joie et de bonheur dans les moments compliqués. Mais Clément, d'une manière moins philosophique, hein, parce que c'est très élaboré, et ta réponse est très élaborée, mais d'une manière moins philosophique, est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où, je sais pas, tu avais les mains dans le cambouis, où tu étais perdu avec un moteur cassé quelque part, ou je ne sais quoi, où vraiment tu t'es dit « Waouh, c'est la galère aujourd'hui ». Dans ce genre de moment-là, j'aurais du coup mon road trip que j'ai fait en Australie en Harley. J'avais débuté donc ce voyage-là, c'était prévu pour à peu près une dizaine de jours. Donc j'étais parti dans le bush australien et dans le bush australien, il y a des road trains. Donc c'est ces énormes camions qui font presque 60 mètres de long. À 3 remorques, 3 ou 4 même. Ouais, 4, ça peut aller jusqu'à 4 remorques. Donc c'est pas facile de les doubler, hein. Il faut une certaine distance quand même de visu et pour anticiper, surtout que les routes là-bas ne sont pas toutes en bon état. Et donc je me suis retrouvé derrière ce camion pendant un bon moment et je me prenais pas mal de cailloux, un peu de cailloux quoi, de rejet des pneus. Et au bout de 2 minutes, j'ai remarqué qu'en fait c'était ce camion-là transportait du bétail et qu'en fait c'était pas des cailloux que je recevais, mais c'était tous les déchets fécaux des centaines d'animaux qu'il y avait dans ces remorques-là. Et j'étais recouvert, quoi. Du pantalon au casque, j'étais recouvert de petites taches nauséabondes. Et c'était le premier jour de mon voyage et j'étais parti assez léger. Donc autrement dit, j'avais qu'un seul pantalon, quoi, par exemple. Donc j'ai fait une semaine, 10 jours de camping sauvage.
à essayer de laver mes affaires dans la rivière. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace pour ce genre de tâches. Et donc j'ai passé une dizaine de jours à sentir la bouse de vache, et c'est vrai que les gens me regardaient un peu bizarrement. Mais maintenant voilà, j'en rigole, et je trouve ça quelque chose, c'est une petite anecdote qui est très drôle.